Moi, je voudrais essayer de me poser une question fondamentale. Au fond, moi, je réfléchis, je suis de plus en plus perplexe sur ces questions avec l'évolution. Pourquoi est-ce que l'islamisme diminuerait en France? Voilà la vraie question. Elle nous permet de dire ce qu'il faut faire pour que justement il n'augmente pas. Alors on a dit tout à l'heure, et à juste titre, les orateurs précédents ont dit les médias, très bien, pas faire grand-chose. En réalité, pas faire grand-chose. Les propositions, vous avez vu, à part des critiques mutuelles, n'ont pas été très satisfaisantes. Ensuite, on nous dit, bien sûr, le silence de la communauté musulmane, qui est assourdissant. C'est un vrai problème. Comment se fait-il que cette masse musulmane dont on dit qu'elle cherche à créer un islam de France soit à ce point silencieuse lorsqu'il y a des agressions faites contre les Français, dont certains d'ailleurs sont musulmans. Et pourtant, l'islam de France se tait. Alors on peut l'expliquer par la terreur, on peut l'expliquer par les menaces, sûrement. Mais c'est un sujet sur lequel, pour le moment, nous n'avons pas de véritable réponse. À part, de temps en temps, le recteur de la mosquée de Paris, mais est-il représentatif? À part tel ou tel président, à part l'imam Chalgoumi, qui est formidable. On peut se demander d'ailleurs combien de temps il va rester. Parce que les menaces sont telles sur lui que très franchement, il faut admirer cet homme. Car il peut finir très mal. À part ces deux questions fondamentales, moi je vais essayer de réfléchir avec vous sur deux autres questions. C'est-à-dire l'antisionisme et l'antisémitisme classique. Ma thèse, c'est que, fondamentalement, depuis près de 60 ans, plus de 60 ans, le nouvel antisémitisme est né de l'antisionisme, avec lequel, dans un premier temps, il s'est confondu pour faire aujourd'hui renaître, d'ailleurs, un antisémitisme vieille manière générale. Alors, l'antisionisme. L'antisionisme, d'où vient-il? Et pourquoi est-ce qu'en France, cet antisémitisme est violent? Parce que l'antisionisme est dominant. Il est dominant. Il est dominant. Alors, vous savez à quel point j'ai de l'affection pour le Quai d'Orsay. Car, hélas, le ministère des Affaires étrangères, au contraire du ministère de la Défense, a toujours été hostile à la création de l'État d'Israël. En réalité, s'il n'y avait pas eu ce gouvernement, qui d'ailleurs combattait essentiellement les Anglais en Israël, et qui était socialiste, qui a soutenu la déclaration d'Israël, on aurait toujours eu cette tradition au Quai d'Orsay. On voit bien dans les archives du Quai d'Orsay que dès 1920, le Quai d'Orsay est profondément hostile à la création de l'État d'Israël. Il continue à l'être, de gauche comme de droite, comme un dénominateur de tous les ministres des Affaires étrangères pour des raisons diverses. Des lettres d'ambassadeurs qui aujourd'hui les amèneraient directement devant les tribunaux dans les années 20. Le Quai d'Orsay est profondément antisémite et antisioniste. Soyons clairs. Il est profondément dans sa structure même. Et tous les présidents de la République, tous les premiers ministres les plus dévoués s'y sont cassés les dents. Le Quai d'Orsay demeure, comme d'ailleurs en Angleterre, le Foreign Office. Les deux plus vieilles diplomaties du monde sont structurées contre Israël. Elles sont structurées contre Israël. Et le Quai d'Orsay est absolument l'auteur de cette politique antisioniste. Ça, c'est la véritable réalité, et c'est la réalité qui commande tout le reste. Car on voit bien, dans la politique française, les errements successifs. Les errements successifs, malgré quelques poussées sporadiques. On se rappelle de Nicolas Sarkozy, j'étais avec lui lorsqu'il était devant la Knesset, où la première partie du discours était de sa main. Il était très favorable. Et la deuxième partie avait dû être rédigée par un directeur du Quai d'Orsay. C'était beaucoup moins bien. Et puis on a essayé de maintenir l'équilibre fortement. Moi je me suis mis en opposition, même avec le président de la République à cette époque, à la tête de l'association France-Israël à l'Assemblée, qui n'existe plus, qui ne bouge plus, parce que les socialistes ont pris la majorité et ils ont fait disparaître l'association comme par hasard, comme si nous étions des gêneurs. Parce que c'est toujours facile de dénoncer, quand on est dans l'opposition, la politique du gouvernement.
Mais comme je l'ai dit à mes collègues socialistes, c'est beaucoup plus difficile, lorsqu'on est dans une majorité, de dire ce qu'on veut à un gouvernement que l'on soutient et qui est son ami. J'entends plus. Je n'entends plus de critique à gauche de la politique de Quai-d'Orsay. Et je viens d'en avoir une preuve, même si ça vous choque, nous venons de commettre une erreur terrible à l'égard d'Israël. Nous venons de commettre une erreur terrible en nous mettant dans ce chaudron insensé qu'est l'affaire Syrie. Parce que tout ça va très mal se passer. Non pas que je défende Assad, que je prends pour un sioniste en voyou, ayant été moi-même en Syrie, ayant reçu l'accueil mérité de tous les pro-israéliens, c'est-à-dire qu'on voulait m'y interdire l'accès, et que j'ai été suivi pendant 3 jours, alors que j'étais en mission officielle avec le Premier ministre, j'ai été suivi par une noria de policiers en permanence. J'avais beau leur dire que je n'étais pas membre du Mossad, que ce n'était pas la peine qu'ils s'énervent comme ça, c'était vraiment, c'est un État policier, c'est un État atroce. Mais néanmoins, qu'est-ce que les rebelles syriens représentent en réalité comme idéologie? Une idéologie qui est tout à fait autant hostile à l'État d'Israël que ne le sont les chiites et les alaouites qui soutiennent M. Assad. Qu'est-ce que la France va faire dans cette galère? La France qui en même temps refuse de désavouer le Hezbollah. Petite réaction, vite oubliée d'ailleurs, hein, vous avez vu. Dès que les Bulgares ont dit c'est pas la peine de se presser, la France a dit mais non, c'est pas la peine de se presser. Donc nous sommes parmi les nations qui considérons que le Hezbollah chiite n'est pas une organisation terroriste, bien entendu, tout le monde le sait, ce n'est pas une organisation armée, ils ont une armée qui est supérieure à l'armée libanaise, ça fait rien, mais en même temps, nous sommes en train de faire ce tour de force, de ne pas désavouer le Hezbollah et de nous préparer à livrer des armes payées par le Qatar et l'Arabie Saoudite pour les sunnites qui combattent le gouvernement chiite alaouite en Syrie. C'est une plaisanterie, car dans cette affaire, la grande victime, c'est la France, mais c'est aussi Israël. Ne vous y trompez pas. La chance d'Israël, et j'en avais discuté avec le Premier ministre l'an dernier, Benjamin Netanyahu, c'est en réalité que la paix d'Israël vient de l'antagonisme entre les chiites et les sunnites. Qu'il y ait une guerre de religion qui est en réalité une guerre de pouvoir, derrière une guerre de religion entre les Saoudiens qui ont le pétrole et les Iraniens qui risquent d'avoir la bombe atomique, ce qui gêne les Saoudiens, et que par ailleurs le pétrole saoudien gêne le pétrole iranien, bon, je dirais que c'est une affaire qu'ils devraient régler entre eux. Je ne vois pas très bien ce que nous avons à gagner à nous mettre au milieu de cette affaire, sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, que le Qatar est riche et que le Qatar veut acheter des armes. Parce que ne croyez pas que la France les donne, la France les vend. Elle les vend aux Qataris comme les Anglais les vendent aux Saoudiens ou les Américains pour servir des Syriens dont on ne sait absolument pas s'il faut les distinguer entre leurs 2 obédiences, c'est-à-dire les frères musulmans d'un côté, c'est dire, qui sont les plus modérés, c'est dire, et puis les autres qui sont carrément djihadistes, et qui disent nous voulons établir une république islamique en Syrie, et qui n'ont qu'un seul dénominateur commun, c'est d'être contre Israël. D'ailleurs, le jour où ces affaires seront terminées, et je crois que nous n'avons aucun intérêt à les terminer trop vite, quelles que soient les atrocités, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider d'une manière humanitaire, c'est évident, mais tant qu'à fournir des armes, c'est une autre démarche. Le jour où les sunnites et les chiites se réconcilieront, alors les gens d'Israël seront en danger. C'est très clair. Et là, les diplomaties occidentales sont en train de jouer avec le feu, notamment celles qui sont les plus en difficulté. Les Anglais, ce n'est pas étonnant, ils n'ont jamais porté Israël dans leur cœur. Mais que le Quai d'Orsay et que M. Fabius nous donne avec des larmes dans la voix le fait qu'il faut soutenir des Syriens qui nous disent par ailleurs qu'ils veulent l'application de la charia au nord d'Israël, qu'on ait des infiltrations sur le Golan parce que les rebelles sont en train de percer la ligne de feu qui s'établissait dans la plus grande sérénité entre la Syrie et Israël. Alors je dis alerte. Alerte parce que le commun dénominateur, je répète, c'est Israël, c'est l'Occident, c'est le grand Satan et le petit Satan.
Et nous jouons avec le grand Satan et le petit Satan un jeu qui n'est pas du tout un jeu qui nous permet de calmer à l'intérieur de nos régions, à l'intérieur de nos départements, qui ne peut pas calmer l'antisémitisme violent. Parce qu'il y a une reconnaissance que les médias amplifient, puisque désormais les sunnites sont des crucifiés contre les chiites qui sont des bourreaux, alors que ce sont exactement les mêmes. Comment voulez-vous que les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, avec leur fameux printemps qui aboutit à un hiver épouvantable, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une formidable montée contre la situation qui est faite au Moyen-Orient et qui se résume en réalité, tout ça, c'est la faute d'Israël. Car c'est le commun dénominateur dans ce pays. Par conséquent, défendre Israël et avoir une politique limpide à l'égard d'Israël, notre allié, c'est la plus sûre manière de dégoupiller l'antisémitisme initial. C'est la plus sûre manière et la seule, qu'on ne s'y trompe pas. Car le vrai problème, ne vous y trompez pas, c'est la paix et la sécurité d'Israël. Si d'aventure il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'Israël ait une quelconque défaite militaire ou un accident de l'histoire, alors nous irions à la guerre mondiale. C'est clair. Parce que nous serions obligés d'intervenir. Et parce que nous devrions intervenir. Car nous n'allons pas laisser perdre la seule démocratie qui existe dans ce chaudron du Moyen-Orient. Soyons clairs. Alors pour ça, il faut être courageux. Il faut être courageux et ne pas hésiter, même quand on est dans des partis majoritaires de gouvernement, à dire la vérité à ses propres gouvernants. C'est beaucoup plus difficile de le faire, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est dans l'opposition. Vous direz, moi de ce point de vue, je n'ai pas changé d'avis. Je suis aussi critique à l'égard du Quai d'Orsay avant qu'à l'égard du Quai d'Orsay maintenant. Car c'est une erreur dans les conséquences. Il faut le comprendre. Nous sommes le pays le plus concerné par la guerre du Moyen-Orient. C'est nous qui avons la communauté musulmane la plus importante au monde. C'est nous qui avons la communauté juive la plus importante après celle des États-Unis. Nous avons donc potentiellement des conflits qui opposent la communauté juive et la communauté musulmane. Et on le voit bien dans les attaques qui se sont perpétrées pendant des années. Des années. L'antisémitisme classique, j'en reviens au deuxième point, au-delà de cet antisionisme. Il y a la permanence de l'antisémitisme classique qui remonte. Et il remonte parce que, hélas, dans une période de crise économique et sociale, le populisme traîne avec lui l'antisémitisme. C'est une réalité qui est une réalité constante de notre histoire. Moi, en analysant les choses, je considère que l'antisémitisme, ce n'est pas le racisme, c'est pas la même chose. C'est même le contraire. Le racisme, c'est la peur de voir celui qui est au-dessous venir rejoindre, le fameux lumpenprolétariat, de venir rejoindre celui qui est au-dessus, le petit blanc. Dans l'antisémitisme, ce n'est pas du tout ça, c'est même le contraire. Qu'est-ce qu'on reproche en réalité dans les périodes de crise à la communauté juive? Vous l'avez vu dans l'affaire Halimi. Dans l'affaire Mera, vous avez de l'antisionisme. On tue parce que c'est les Palestiniens qui sont tués. Et donc on tue des enfants juifs pour venger les Palestiniens. C'est l'antisionisme. Mais dans l'affaire Halimi, c'est pas l'antisionisme. On tue, on prend un juif parce qu'il est censé être riche. Il est censé réussir. Alors que les autres ne réussissent pas, donc on ne les enlève pas. C'est le contraire du racisme. Il y a une jalousie, il y a une envie, il y a cette destruction meurtrière de celui qui réussit trop bien, qui est censé réussir trop bien. C'est la justification de tous les pogroms. C'est la justification de toute l'histoire de l'antisémitisme. Et malheureusement, cet antisémitisme-là est en train de renaître. Parce que la crise l'amène avec lui. Il renaît à gauche, il renaît à droite. Faites pas d'illusions sur la droite. Je dis d'autant mieux que je suis un homme de droite, clairement affirmé, mais d'une droite républicaine et démocrate. Je n'ai pas confiance dans la droite extrémiste. Je ne ferai jamais d'entente avec le Front National, jamais.
Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a dans ce populisme du Front National la haine. La haine des autres. La haine pour le moment du musulman, c'est celle qui apparaît le plus. Mais la haine du juif au fond de lui. Dominique Vénère, ce grand penseur qui soi-disant s'est suicidé à Notre-Dame. Vous avez regardé son curriculum vitae? Il n'est pas catholique, Dominique Vénère. Il était pour le solstice. Il était pour les druides. Et vous allez me faire croire que Dominique Vénère, qui a eu un petit rôle au moment de la fin de l'Algérie française, ce Dominique Vénère-là, il était anti-musulman, il n'était pas antisémite. Vous rêvez? Il était anti-musulman, antisémite, anti-catholique, anti-tout. Vous savez, quand vous grattez les Corses, des gens qui dirigent le front, bien sûr, certains sont de bonne volonté, ce sont des gens déçus, mais il y a la haine. Et la haine colporte en général dans les périodes de crise, elle comporte sa part d'antisémitisme. Ne vous faites pas leurrer. Je sais que parmi vous, il y a sans doute des gens qui sont persuadés qu'il faut s'entendre avec le Front National pour se débarrasser de la gauche. Ça serait une erreur historique. Ça serait une erreur historique pour des raisons que je comprends. La communauté juive n'est pas en accord avec le salafisme, et moi non plus. Mais pour autant, est-ce qu'il faut se défigurer? Je crois qu'il faut rester digne. J'avais eu une discussion à plusieurs reprises avec le Barouche là-dessus. Il faut rester digne. La communauté n'aurait aucun intérêt à aller vers des extrémistes, elle y perdrait son identité, alors là, pour le coup, elle réveillerait l'antisémitisme. Elle réveillerait l'antisémitisme du français moyen, qui se dirait en réalité ce qui les intéresse. C'est que le Front National, au fond, il est plus anti-musulman que antisémite. Non. La dignité de la communauté, c'est d'être républicaine et de jouer à l'intérieur de la République sans s'entendre avec les extrémistes de droite ou de gauche. Parce qu'à gauche, ils ont un jargon différent. Mais c'est la même chose, ne vous y trompez pas. Vous savez, la gauche, tout à l'heure quelqu'un l'avait dit ici, elle a secrété l'antisémitisme au moins autant que la droite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je termine là-dessus, même si c'est long. Excusez-moi. On a tout à l'heure, Pupponi nous disait que c'était une affaire d'éducation. Non, c'est pas seulement une affaire d'éducation. D'abord parce que, pour avoir été recteur d'académie, je sais qu'il est interdit en France de laisser son enfant sans éducation, sauf s'il passe par ce qu'on appelle le Centre national d'enseignement à distance. C'est obligatoire. C'est un délit. Si vous avez un enfant de 13 ans qui n'est pas scolarisé et qui n'est pas déclaré au CNED, vous êtes passible c'est un délit. Ensuite, on nous dit, on peut former n'importe quelle école sans contrat. Mais bien sûr. Sauf qu'on est obligé de déclarer l'école à l'académie. Et que la plupart du temps, contrairement à ce qu'il dit, parce que moi j'en ai quelques-uns d'écoles coraniques ici, la plupart du temps, ils se camouflent sous l'aspect ambassade. Et à plusieurs reprises, j'ai des écoles coraniques dans le 16e arrondissement, eh bien j'ai essayé de les mettre au pas. On m'a toujours opposé qu'on ne pouvait pas, parce qu'au Quai d'Orsay, trouve qu'il faut ménager les écoles soi-disant pour le personnel d'ambassade. Je ne plaisante pas, j'ai eu encore une histoire il y a 3 jours là-dessus. C'est donc soi-disant le personnel d'ambassade, c'est fou ce que les ambassades donnent comme personnel dans le 16e arrondissement et ailleurs pour créer des écoles coraniques. Donc moi je vous dis, il faut appliquer la loi. Nous avons une loi dans ce pays qui est une loi ferme, qui est une bonne loi. Le problème c'est que la loi n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée parce que les magistrats ne l'appliquent pas. Parce que les magistrats actuellement, sauf quelle que soit leur bonne conscience, les magistrats considèrent que c'est un problème secondaire. Que le problème du boycott, c'est secondaire, le boycott d'Israël. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire dans un supermarché de banlieue que d'avoir des supermarchés qui lui disent ici on boycotte les problèmes des produits israéliens. Vous imaginez le musulman de service qui se dit mais finalement on a raison d'être antisémite. Quand vous entendez des émissions à la télévision française où il n'y a pas d'aspect critique, mais le musulman de service qui regarde quelquefois la télévision, il se dit mais après tout, ce que je dis, c'est tout à fait naturel, il dit la même chose que moi. Par conséquent, il faut appliquer les lois.
il y a dans ce pays des lois qui sanctionnent les atteintes à l'ordre public. Ces lois ne sont pas... Alors, je ne voudrais pas dire ça parce que Pupponi est parti, mais le ministre de l'Intérieur, dont on s'est gargarisé pendant longtemps, le ministre de l'Intérieur ne réussit absolument pas, parce que moi, au Trocadéro, les types qui étaient au Trocadéro, ils parlaient arabe. Hein? Ceux qui cassaient les vitrines, ils insultaient les gens en arabe. Tu n'es pas chez toi ici. Demain, je viendrai à ta place. J'ai tout vu, moi. Et puis quand je me suis tourné vers Valls en disant mais il faut sanctionner, on a sanctionné personne. On a sanctionné personne alors que la veille, on avait cassé sur les Champs-Élysées et on n'a pas jugé opportun de mettre des CRS. Mais ce pays est un pays où la délinquance monte d'une manière exponentielle. Vous savez combien dans le 16e arrondissement j'ai eu de cambriolage en plus en 6 mois? 60%. Et on me dit que ce pays est calme et bien géré. Je vous le dis, l'islamisme ne pourra jamais descendre si vous n'avez pas un pays qui est en ordre. Pas contre l'islamisme et les voyous. Pas contre l'islamisme et les voyous, notamment à Marseille. Moi, je vais vous dire comment ça se passe aussi, parce que j'ai des amis qui sont policiers à Marseille. La guerre à Marseille entre les clans, c'est une guerre entre les barbus et les voyous. Qu'est-ce que vous croyez? Quand les barbus veulent la place à la place des voyous, ils tuent. Et les voyous tuent les barbus. Car en réalité, cette affaire naît dans le même contexte, qui est le contexte où on ne surveille personne. Personne n'est surveillé. Il n'y a pas d'attention qui est donnée à la criminalité. Mais vous savez, l'islamisme nage dans la criminalité. Comment voulez-vous dire à des jeunes que, après tout, puisqu'ils ne sont pas arrêtés, après tout, ça veut dire que la France, au fond, ils font sang? C'est ça la vérité de l'antisémitisme et de l'antisionisme. C'est ça l'islamisme radical. Le reste, je suis d'accord avec toutes les études littéraires, philosophiques, bien sûr la laïcité, mais j'en ai marre, moi, de la laïcité. On se sert de la laïcité en disant que c'est parangon de vertu. Mais ça veut dire quoi, la laïcité? Il y a plusieurs sortes de laïcité. Il y a la laïcité obtuse, celle de Payon, qui considère que le fait de croire en quelque chose en dehors du service public de l'éducation nationale est une peine capitale. Si c'est la laïcité qu'on veut, alors je vous dis tout de suite, les amis radicaux sont encore plus forts. Car on ne pourra pas imposer aux juifs, aux catholiques, aux protestants, aux musulmans, la possibilité d'avoir une conscience qui n'existe plus. Nous avons eu des débats terribles sur cette affaire de crèche. Il ne faut pas aller trop loin. Il faut respecter l'ordre public. Je vous le dis, moi, l'ordre public est une nécessité dans ce pays. Et c'est la seule manière d'en finir avec l'islamisme. La seule, d'empêcher que l'islamisme se développe. Voilà ce que je voulais vous dire. Notamment. Merci.